Bonsoir à tous. Nous sommes le 26 février 2023. Je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains de la scène française. La semaine dernière, vous étiez avec Jean-Marc Bustamante, invité par Jérémy Lion, le brillant Jérémy Liron. La semaine d'avant, vous étiez avec Corentin Canesson, invité par la brillante Marine Vallon. Et là, pas de chance, vous tombez sur moi, parce que il y en a, il faut que je reprenne un peu l'émission en main, quoi. Mais je suis très content et très heureux d'inviter Emmanuel van der Meulen. Bonjour Emmanuel. Bonsoir, je suis très heureux aussi. Je suis trop content de faire cette émission avec toi. Bon, on va voir que c'est une peinture un peu différente de ce qu'on a pu voir lors des émissions, mais c'est bien aussi de changer. Et tu vas voir que je m'y connais bien dans ta peinture, que je suis depuis très longtemps, avec un grand plaisir. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Emmanuel tout au long de l'émission, et puis vous pourrez retrouver, et après on posera les questions à la fin. Désolé, je suis un peu rouillé, hein, ça fait un mois que j'ai pas fait cette émission. Et vous pouvez retrouver les émissions sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez les apparences dans YouTube et vous tombez sur nos émissions directement. Il y en a déjà 62, 63 à peu près. Enfin bon, voilà, ça devient n'importe quoi. On est à plus de 160 000 vues. Il y a plein d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner parce que je mets des trucs nouveaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu plein de trucs nouveaux que j'ai rajoutés. Comme je travaillais pas, enfin, je travaillais pas. Comme je montrais pas ma tête, d'un coup, on a mis une conférence de Nina Childress au FRAC Montpellier. J'ai mis une vidéo sur l'exposition Les Apparences, la première exposition qui a inspiré cette émission d'abord. Enfin bon, voilà. Je vous laisse regarder tout ça. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez pas avoir des nouveaux trucs comme ça, des nouveaux bonus. Et il y aura peut-être des trucs encore plus dingues bientôt parce que je vais peut-être faire des expositions en live et tout ça avec des artistes. Vous verrez ça. Bon, on reprend l'émission en main. On est un peu plus sérieux. Emmanuel, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on commence avec un tableau qui s'appelle Sans titre 60. Il fait 1,80 m sur 1,80 m. Il date de 2008. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous en parler? Alors, évidemment, c'est des tableaux qui sont pas forcément super photogéniques. C'est des tableaux très physiques, qui sont très agréables à voir. Donc, on va avoir des images d'accrochage et tout ça. Mais est-ce que tu peux déjà nous en parler? Ah, je pense que ma première idée, enfin, peut-être la première bonne idée que j'ai eue en peinture, après avoir fait beaucoup d'essais et d'expériences, c'est d'essayer de comprendre, en fait, de comprendre la peinture, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, qu'est-ce que ça engageait comme question. Donc, c'est finalement, autant que la peinture, le tableau en lui-même euh, qui est devenu la question, en fait. Et alors pour ça, ben, j'ai opéré une sorte de table rase en me disant, ben, finalement, de quoi elle s'occupe la peinture? Eh ben, elle s'occupe de peinture. Donc cette affirmation a peut-être un caractère un peu sidérant, et je pense qu'elle est en partie fausse, mais cette marge d'erreur me semblait intéressante aussi, au moins pour partir sur un principe en réalité. Et le tableau dont tu parles euh, me semblait, pour notre discussion, un bon point de départ, en fait, puisque par la table rase que j'évoquais, euh, finalement, qu'est-ce qui restait? Ben, cette relation euh, qu'on peut avoir, qu'un regard peut avoir. Et quand je dis regard, je dis bien sûr un regard situé dans un corps. Euh, Qu'est-ce qui se passe finalement entre ce regard et cette surface plane posée sur un mur? Et à ce moment-là, que moi, j'assimilais elle-même cette surface à un mur, euh, qui n'est pas un mur c'est de la toile tendue sur un châssis. Et définitionnellement, je me suis arrêté à à, à ces données fondamentales d'une surface plane, d'un certain format, qui nous faisait face. Et donc, si tu veux, le caractère signalétique des motifs à droite et à gauche, euh, en le faisant, je crois que je pensais même à des choses très triviales, comme une entrée de parking, si tu veux, qui pourrait encadrer ce noir. Le tableau ne vient que se signaler lui-même et signaler la situation qu'on est en train de vivre devant lui.
Alors après, le format, il est quand même pas anodin, parce que comme il fait 1,80 m sur 1,80 m, c'est presque c'est le corps du spectateur, quoi. Et donc, on a un Exactement. effet un petit peu angoissant quand on voit tes tableaux en vrai, c'est-à-dire qu'il y a un effet aussi, peut-être presque cercueil, où on pourrait rentrer dedans. C'est-à-dire, il y a un truc, je pense au tableau qui est à droite aussi dans l'image de l'accrochage là, à la Galerie Fournier, c'est que tu as des effets t'as des effets englobants quand même. Tu englobes le regard du spectateur, ça devient des pièges à regard aussi, quoi. Tout Non? à fait. Ouais. C'est vraiment comment dire, le caractère à la fois visuel et physique Hmm. Il y a un qui côté m'intéresse sculptural, quoi. Ouais. qui m'intéresse à ce moment-là, où effectivement le tableau fait porte, le tableau fait tombeau, le tableau fait euh, miroir, mais dans le sens d'un miroir opaque en réalité. C'est-à-dire qu'il ne renvoie aucune image et il n'en produit pas non plus. Euh, et c'était cette situation-là que je voulais manifester de manière la plus claire possible et la plus simple possible. Et donc à ce moment-là, les tableaux, effectivement, renvoient, de par leur format, à la situation d'un corps situé devant, très explicitement. Et le tableau qui est sur la droite, dans la vue de l'accrochage Galerie Ouais, le Fournier, gris. Ouais. gris, c'est vraiment cette idée-là, hein. C'est ce face-à-face, en réalité. Et l'autre truc, c'est que comme ton vocabulaire, tu le joues t'es très étroit dans le vocabulaire, il y a aussi un goût de la matière qui est d'un coup très très fort. C'est-à-dire que tu as travaillé ta matière. C'est-à-dire que le noir que tu as arrivé à ce noir mat comme ça, c'est pas un noir sorti du tube, quoi. Il y a un truc. Ouais, bah, c'est vrai que la question à ce moment-là, c'est la surface, en fait. Euh, Comment on l'investit, par quoi? Et effectivement, à ce moment-là, il y a beaucoup d'épaisseur de peinture relativement diluée. Euh, c'est pas parfaitement homogène, c'est-à-dire que bien sûr, l'image ne peut pas rendre compte de ça, Hmm. mais en tout cas, il y a effectivement un travail de cette surface et à ce moment-là un goût très prononcé pour la matité, qui me semblait aussi jouer avec son caractère absorbant. Cette espèce de neutralité me semblait aller dans le sens de cette confrontation aussi, confrontation sans récit, confrontation silencieuse, confrontation en partie abyssale. Il y a des tableaux qui jouent moins ça. Mais effectivement, et d'ailleurs, les parties que je dirais signalétiques sont peintes un peu différemment, étranges aussi, avec cette surface centrale. Et et pour arriver à ces résultats-là, toi, tu fais des tests ou tu vas directement au grand tableau? Enfin, c'est comment ça se passe? Il y a un Non, petit protocole, il y a des petites. j'ai jamais vraiment dessiné avant les tableaux. Hmm. Et Euh, même trouver les matières. Pour trouver les matières, tu vas direct. Disons que c'est de tableau en tableau. Là, c'est Hmm. un tableau D'accord. qui vient après un certain nombre d'autres. De cette famille de tableaux sans titre, il y en a, je me suis arrêté, je crois, à 90. Donc chaque tableau se construit lui-même. Il y a eu, peut-être pas dans celui-là, mais il y a des opérations de recouvrement aussi successives, d'ajustement des couleurs, travail du contraste. Et le tableau, en fait, il vient toujours par-dessus d'autres, celui-là comme d'autres. C'est-à-dire, il y a une idée de composition, on pourrait dire au départ, de répartition des surfaces, et c'est la couleur ensuite par superposition successive, qui s'établit. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Jean Fournier, qui était donc un galeriste qui t'a accueilli alors que tu étais très jeune et c'était un vieux galeriste. C'est ça. Bah, avec grand, Il avait toute une histoire enfin, derrière lui, quoi. Donc c'était comme si bah, tu rentrais oui, dans une histoire. avec Ouais. grand plaisir, il faut parler de ça parce que effectivement, l'image de l'accrochage qu'on voit euh, bah, sur ce mur-là, je reviendrai à Jean Fournier, mais enfin, on peut parler de Jean Fournier tout de suite. J'ai eu la chance de le rencontrer assez jeune. Euh, et puis, j'ai commencé à travailler avec la Galerie Fournier, avec Élodie Rahard, qui est directrice de la galerie et qui a pris connaissance de mon travail. Et Jean Fournier, c'est un personnage très, très important dans l'histoire de la peinture, en fait, et qui a montré beaucoup de gens, dont Simon Taille,
une partie de support surface, Michel Parmentier et bien d'autres, et montrer, accrocher par exemple ce tableau-là sur ce mur-là, effectivement, c'était un moment important. Hmm. Euh, euh, Tout d'un coup, ce travail pouvait entrer en résonance avec d'autres propositions qui m'avaient évidemment arrêté, intéressé, que j'avais étudié avec beaucoup d'attention. Et évidemment, comment dire, mon histoire en peinture s'est écrite après, ailleurs, mais c'était une rencontre importante et c'était un moment important aussi. C'est aussi, enfin, j'imagine que c'est aussi encourageant d'un coup de trouver presque une famille. Tu rentrais dans une filiation quand même qui était très claire. Tout à fait, Et tout c'est à passé par Pifaretti, par Bernard Pifaretti, non, le prof Tout à fait, qui ouais, était mon professeur aux au Beaux-Arts Beaux-Arts de de Paris. Paris, Ouais. parmi d'autres, dont Jean-Marc Bustamante aussi, qui a un certain œil pour la peinture, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'atelier de Bernard Pifaretti. Et effectivement, dans une certaine mesure, cette histoire était la mienne à ce moment-là et c'était important que je m'inscrive dans cette histoire-là. En tout cas, en conscience, j'étais assez en accord avec une certaine façon de questionner, de comprendre et de pratiquer la peinture. Euh, J'évoquais Michel Parmentier, c'est quelqu'un qui a eu des positions très claires et qui les a admirablement défendues. Euh, Après, comment dire, chaque génération écrit son histoire aussi, Bien sûr. Ouais. mais cette approche de la peinture, à la fois éthique, politique, je pense à Marc Devade, qui n'était pas un artiste de la galerie Fournier, mais qui est Hmm. un peintre que j'ai beaucoup regardé. Tous ces gens-là avaient des positions très claires en peinture, dans le sens que il s'agit aussi de montrer, d'expliciter comment c'est fait, ce que c'est et comment c'est fait. Et à la limite, on pourrait dire, et ça suffit. Donc, Hmm. c'est pas tout à fait exact, mais c'était un point de départ très important. Ouais. Avec, dans ton cas, et d'ailleurs, c'est un peu ce que racontait Jean-Marc Bustamante à Jérémy Liron la semaine dernière, c'est avec un côté peut-être un peu plus pop, ou un peu plus coloré, ou un peu plus décorateur, ou un peu plus maticien le pop, je vois que tu as fait une tête bizarre. Non, mais le côté. Non, t'as le droit de t'as le droit de me contredire. Hein, voilà. Mais je veux dire un côté un peu plus séduisant. Peut-être que Parmentier ou des. Non? Ouais, c'est Dans les vrai que, couleurs, en dans les fait, gestes, on va voir plus tard, mais ouais. mais si tu veux, euh, si je veux, pour donner deux noms de figures pour moi extrêmement marquantes et peut-être Ouais, plus importantes que tous ces gens-là, moi je citerais Bram Van Velde et Gérard Glazurowski d'accord. comme figure presque de modèle, enfin figure Hmm. et qui n'ont formellement, picturalement, pas grand rapport avec ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire. Euh, mais ce sont aussi des grands coloristes et des génies du gris. Euh, et, et- mais chez Bram Van Velde, par exemple, il y a une palette tout à fait extraordinaire euh, que j'ai beaucoup regardée. Et effectivement, par rapport aux gens dont on parlait, j'ai Hmm. toujours défendu peut-être poser une approche de la couleur beaucoup plus qui laissait, disons, une plus grande place, j'allais dire, à l'improvisation, disons, à la recherche et une forme de subjectivité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé une certaine peinture qu'on pourrait qualifier de programmatique, voire idéologique, mais j'ai toujours gardé une certaine distance par rapport au choix des formats et à la couleur notamment, voire Hmm. à la composition elle-même, qui n'obéissait pas à des règles extrêmement précises, à des principes appliqués comme ça de tableau en tableau, mais chaque tableau avait sa composition propre et ses accords son accord de couleur, son arrangement de couleurs propre. Ce qui me Alors, permettait d'aller chercher du côté de vert que j'aimais beaucoup, de gris, de marron, de brun, etc., de jaune. Et effectivement, il y avait peut-être une forme de liberté plus importante via la couleur. Oui.
On va passer à une autre filiation, au deuxième tableau. Alors, on va commencer. Donc, ton autre filiation, c'est la Villa Médicis, où tu as passé un an en tant que pensionnaire. Donc, ça, c'est aussi porteur quand même d'énergie. Et donc là, on a une vue d'exposition dans une exposition collective. Donc, c'est le théâtre des expositions en italien, où tu as fait un travail in situ. C'est ça, tu peux nous en parler un petit peu de cette œuvre-là? En fait, mon projet de recherche pour la Villa Médicis s'intitulait la couleur et son lieu. Euh, et évidemment, j'avais en tête le, le problème de la peinture dans l'architecture. Et évidemment, je pensais à la fresque et que je voulais découvrir. C'était le sens de ce voyage. Et je parlais de l'objet de tableau tout à l'heure. La peinture n'a pas été toujours sur des tableaux. Hmm. Euh, et donc, je cherchais un peu à faire bouger ça. Et l'occasion s'est présentée de peindre quelque chose qui serait montré à l'extérieur dans les jardins de la Villa Médicis. Et après plusieurs expériences dans d'autres emplacements, j'ai commencé à élaborer cette famille de 6 peintures euh, qui s'est appelée, grâce à Fanette Mélier d'ailleurs, qui était pensionnaire graphiste en même temps que moi. Et on a élaboré un peu une sorte de parcours dans la villa elle était associée, elle, un petit peu plus loin dans l'espace. Et moi, j'ai présenté ces peintures-là qui sont donc des peintures assez grandes, puisqu'elles font 3,50 m de haut, sur 1,80 m, je crois, de mémoire de large, Ouais. et qui sont suspendues à des grandes barres de fer dans des arches qui sont a priori vides. Euh, donc, il y avait plusieurs choses là-dedans. Il y avait le fait de sortir du tableau et d'inscrire la couleur effectivement dans l'architecture, dans l'existant. Alors là, pour le coup, il y a une dimension assez pop que je peux assumer Quand même. voilà, avec Merci. euh, plus de légèreté. Euh, Aussi parce qu'il fallait produire quelque chose qui tranche assez nettement avec l'environnement Ouais. sans le jouer sur un mode ironiste. C'était très important de ne pas être dans le décalage ou l'appropriation un peu désinvolte, mais vraiment jouer le jeu de la confrontation de motifs très simples, enfin, d'une proposition très claire, autonome, et qui se situait d'une certaine façon, qui entrait en discussion de manière assez contrastée avec l'environnement, avec l'architecture, avec le bâti, avec le solide, etc. Et avec cette histoire, évidemment. Euh, et puis, tu parlais tout à l'heure de la position du corps devant ces œuvres, hein, devant la peinture en général. Là, ça me permettait aussi de poser le problème à une autre échelle, à l'extérieur. Donc, c'était très beau. Il y a beaucoup de vent le soir à Rome, vers 17h, 17h30, et tout ça s'envolait un petit peu. La lumière changeait beaucoup, l'humidité le matin faisait que les peintures se gondolaient un petit peu, avec le soleil ça se tendait. Enfin, il y avait toute cette vie du support, un peu désacralisée aussi par rapport à l'objet tableau. Hmm. Puis des choses qu'on peut rouler en 3 minutes et ramener sur son dos à l'atelier. Il y avait l'idée d'un décor aussi, d'une scénographie. C'est-à-dire que tout d'un coup, la peinture est employée d'une manière peut-être plus simple, plus décorative en un sens. Et ça faisait partie de mes questions de l'époque, ce rapport de la constitution de l'espace perspectif avec la scène de théâtre, par exemple. J'ai un peu étudié ça, mais il n'y a pas grand-chose qui reste, évidemment, parce que c'était du spectacle vivant. Mais voilà, comment l'espace du tableau s'est constitué aussi en parallèle de l'espace scénique, en fait. Je me suis Euh, demandé, là, en voyant les photos, que si tu tombais, t'étais presque pas aller vers de James Turrell quand c'est la nuit, parce que d'un coup, l'éclairage alors oui, de l'alcôve fait que ça remplit presque ça joue en résonance, quoi. Ouais. Ça, c'était des choses pensées aussi. je crois que c'est venu, c'est venu par une blague, je pense, du régisseur de la Villa Médicis. Je lui avais parlé de Gianni Mastroianni, qui Un m'avait dit, génie, un génie. voilà, et il faut appeler un chat un chat.
et qui m'avait dit, mais ça serait formidable, tu devrais mettre des lumières, etc. Et Hmm. on a retourné les réserves de la Villa Médicis pour trouver des pieds qui seraient adéquats, et puis on a trouvé des gélatines, etc. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, et j'avais découvert, chemin faisant, à Naples, par exemple, des dispositifs, on pourrait dire dévotionnels, c'est-à-dire qu'on a comment dire, le kitsch vient servir ostensiblement la dévotion et pour le meilleur d'ailleurs. Et du coup, il y avait aussi un travail par rapport au goût et à la couleur qui s'est joint un peu comme ça de manière périphérique, mais qui était très opérant la nuit. Et je t'ai envoyé pour préparer cette émission ces vues de nuit, d'accrochage d'ailleurs, où on Hmm. voit à peu près l'effet que ça pouvait avoir, effectivement. Et le fait que ces alcôves, elles ont été peintes par Velázquez, enfin qu'il y ait plein de peintres comme ça, ça c'est des choses que tu avais en tête ou c'est où Bah oui, un peu Ouais, forcément, mais je crois que dans le quand tableau même. de Vasquez, en plus, la loggia du Bosco, alors qu'on voit pas, mais c'est un Elle est espace en travaux, ouais. vert, Ouais. qui est sur la gauche, je crois enfin, il y a des planches dessus. Ouais. Alors, je trouvais ça formidable, puisque je te parlais du mur tout à Elle est l'heure. remplie, ouais. Ouais. Voilà une idée qu'elle est bonne. Enfin, il faut mettre des planches, en fait. Après, c'est pas plus que ça, honnêtement. C'était la perspective qu'on pouvait avoir sur ces peintures, puisqu'en fait, c'est relativement rare de pouvoir accrocher un tableau et de pouvoir faire 100 mètres vers l'arrière Hmm. pour regarder ce qu'on a fait. Et du coup, ça explique aussi le choix assez de ces motifs. Enfin, le motif du cercle a été important quand même. Et, euh, et comment dire, il fallait qu'on voit un peu tout ça de loin aussi, que ça apparaisse de loin, hein. Donc, c'est plutôt l'échelle du jardin a été importante, l'échelle des arches, l'échelle du jardin, et puis le motif même, puisque la première de ces séries de peintures qui s'est donc appelée Cosmica Sidera, et c'est une idée de Fanette Méliès qui regardait beaucoup les étoiles à Rome et qui allait souvent euh, voir le trou du Panthéon, je crois, euh, Hmm. et qui est un dispositif proprement teurélien Ouais, carrément, ouais. Ouais. et donc ça s'est appelé comme ça. Et la première de ces Cosmica qu'on a montré après Galerie Allen jouait clairement de manière à reconstituer en fait le cercle de l'arche. Euh, un peu comme une espèce de coucher de soleil. Enfin, il y avait une idée comme ça, un peu parce que bon, c'est peut-être pas évident, mais j'ai celle qui est un peu d'humour quand même parfois. Hop, 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 hop. Ah, Désolé. si tu veux. Et Ouais. voilà. Et donc là, justement, l'installation que tu avais faite à la Villa Médicis, on la retrouve dans la Galerie Allen. Et c'est le même tableau, hein, c'est le même. On est d'accord. Ouais. Alors du coup, là, il se passe encore autre chose, puisque évidemment, on pouvait s'approcher à la villa de la peinture, de Hmm. voir la surface, effectivement, le travail de la peinture sur la surface. Et là, à la galerie Allen, avec laquelle j'ai commencé à travailler après la villa, justement, quelques temps après, euh, on avait un tout autre rapport avec ces objets, en fait, hein, de par la situation, de par le lieu, etc. Et, euh, et d'ailleurs, euh, si on s'approchait, et je m'en étais rendu compte avant, mais c'est devenu quand même très très clair ici, et ça a été très important, et même pour la suite, ce que je fais actuellement, c'était une découverte assez étonnante. Si on s'approche de la surface, en fait, on voit ces traînées de pinceaux plus ou moins semi-circulaires, avec des départs de brosses à des moments qui sont assez irréguliers d'ailleurs. Mais si on s'approche vraiment de la surface, on voit une espèce de quadrillage, de grille en fait, un peu oblique. Et, et c'était pas du tout prémédité cette affaire-là. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai fait cette peinture par terre, comme souvent je travaille au sol. Et ce sont les carreaux de céramique de l'atelier qui se sont imprimés Hmm. et la peinture séchant a suivi un peu ces lignes creuses au sol. Et cette grille s'est imprimée par le dos, en fait, de la toile.
Et j'ai trouvé comment dire, cet accident, cet événement de travail très, très intéressant. Évidemment, tout de suite, je suis pensé à Simon Antaille, dont on parlait tout à l'heure, Hmm. qui travaille la surface, qui a travaillé la surface aussi par l'arrière, par toutes sortes de procédés. Il y a le pliage qui est très, très connu, mais il y a aussi les nœuds, les milliers de nœuds qu'il a fait pour réaliser les tabulas, par exemple. Et donc, je suis resté avec cette idée-là, mais j'en ai pas fait grand-chose sur le moment parce que je suis rentré, parce que j'avais plus de sol en céramique, et puis j'ai pas trouvé le comment, et puis j'ai poursuivi mon travail autrement. Du coup, en reprenant le tableau, mon chemin sur le tableau, et j'ai mis ça de côté, mais en fait, ça a continué à travailler, et c'est aujourd'hui très, très important. Et là, dans le tableau, on va aller un peu plus vite parce que, évidemment, c'est passionnant. Dans Akon, qui est un tableau qui date de 2017, qu'on voit là, c'est un peu le principe enfin, de ce que je vois, de ce que je l'ai pas vu le tableau en vrai, j'avoue, mais j'ai l'impression que c'est le châssis du tableau qui marque comme, Ben, non? oui, Ouais, c'est un peu cette histoire qui revient voilà. de Ouais. manière assez fortuite, puisque j'ai simplement, il y a peut-être un premier recouvrement, mais je me souviens plus. Donc il y a un certain nombre de lignes de peinture, je les recompte régulièrement, mais j'oublie, donc je ne sais pas si c'est 6 ou 7. Bon, mettons que j'ai fait 7 bandes avec cette peinture marron, euh, comme un Ouais. point de départ sur la toile. 6, ouais. Et je suis rentré chez moi et je suis revenu le lendemain à l'atelier et il y avait exactement ce qu'on voit là au centre qui était apparu. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, simplement, la toile, c'était une toile assez curieuse, presque de la bâche d'ailleurs. Et le surplus d'eau, simplement, s'est écoulé vers le centre, puisque avec le poids de la peinture de la peinture assez diluée, Hmm. euh, tout est revenu vers le centre. Et ça a fait, la toile s'est affaissée comme ça, et est venue épouser la croisée du châssis. Et ça a formé ces petits lacs qui dessinent quelque chose. Et en tout cas, il y a eu cette apparition tout à fait fortuite. C'est presque une Véronique du châssis, quoi. Exactement, c'est pour ça que j'ai appelé le tableau Icon, qui a donné icône. Euh, C'est-à-dire que c'est une image qui s'est faite elle-même, en réalité. Et, Hmm. et, et quand ça arrive, enfin, quand ça arrivait à ce moment-là de mon travail, où je me posais beaucoup la question de l'apparition d'images, en fait, hein, puisque, a priori, je ne veux rien représenter et j'attends un peu qu'il se passe quelque chose. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc, je me suis contenté de souligner cette image en peignant cette bordure noire qui ne, comme le premier tableau qu'on a regardé tout à l'heure, qui ne fait que dire c'est ici que ça se passe, en fait. C'est ici qu'est l'image. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est qu'en faisant ce geste, bah alors là, on pourrait dire, enfin, moi, je pense au Bigger Splash de David Hockney, où il va laisser une grande bande blanche comme ça pour presque rappeler que c'est une image, c'est presque le même geste, quoi. Parce que c'est Ben, assez drôle. Ouais. c'est en réserve dans le tableau d'Hockney. Oui, dans Hockney, c'est en réserve, c'est vrai. Et donc, il y a, là, mais en même temps, c'est un geste qui dénote un certain formalisme chez lui, dans le sens où Hmm. euh, ben, c'est la toile écrue à laquelle on a affaire. Et d'ailleurs, ce qui est très, comme le carré noir sur fond blanc ou le quadrangle, le cadre peint, enfin l'espèce de marge qu'a laissé Hockney est absolument pas droite. C'est-à-dire que, Ouais. j'ai toujours trouvé ça très intéressant, que ce tableau emblématique, finalement, soit un peu de travers aussi. Il y a même une coulure sur le Hockney, mais bon, ça c'est dans le blanc. Là, je me souviens pas. Et pour la petite histoire, c'est Audrey, mon assistante, qui a recadré, elle a recadré le tableau comme vous le voyez là, c'est-à-dire qu'elle a enlevé elle s'est trompée, elle a envoyé le cadre noir. Donc c'est bien, c'est pour bien dire à quel point elle l'a enlevé sur Photoshop parce que tu avais envoyé une image du tableau sur le mur, et d'un coup, elle n'a pas pensé que ça faisait partie du tableau, quoi. Donc c'est quand même Oui, intéressant parce que je l'ai laissé comme ça, je trouve ça drôle comme erreur, de se dire que vraiment ton geste plastique marchait bien parce que d'un coup, on pensait que c'était même pas le tableau. ouais, ouais, ouais.
Et la couleur marron comme ça c'est un hasard, c'est un choix, parce que c'est quand même une couleur assez étrange aussi. C'est une couleur, bon, c'est presque fécale, Ouais, moi c'est j'aime pas bien. très séduisant. Ouais. Ouais, ouais, j'aime Ouais. bien. C'est peut-être quelque chose que je dois à Gazirovski, mais j'aime assez. Le jus, ouais. Ouais, exactement. Mais j'aime assez chercher du côté parfois du désagréable, voire du mauvais goût, en tout cas des choses que je trouve pas forcément euh, jolies ou harmonieuses. Dans les Cosmica, il y a du rose, il y a du bleu layette. Enfin, il y a toutes sortes de couleurs qui sont pas du tout, enfin, qui sont ce qu'elles sont, quoi, mais qui sont des couleurs. Donc, à ce titre, je m'arrête pas à mon goût, en fait, effectivement, et je vais plutôt chercher du côté parfois de ce genre de teinte. Ouais. En tout cas, à l'époque, très volontiers. Et as un rapport au spirituel ou parce que tu utilises beaucoup là, tu nous as parlé d'espace, tu nous as parlé de Véronique et tout choses comme ça. C'est un truc qui est important pour toi le. Bah, c'est-à-dire que en réfléchissant à la peinture, je me suis évidemment intéressé à la peinture ancienne, à la peinture notamment religieuse. Je me suis beaucoup intéressé à la théologie de l'image. Et tu parlais de Véronique. Hmm. La question de l'image traverse l'histoire de la peinture. Et, euh, et je pense à Jean Damascène, enfin toute la querelle, toute la crise de l'iconoclasme, etc. Ça m'a beaucoup intéressé aussi. Hmm. Euh, mais malgré tout, peut-être que je me suis un peu perdu en route par rapport en tout cas à titre personnel, par rapport à ces questions-là, puisque il y a une forme de matérialisme dans mon travail qui vient d'abord. Et peut-être que de fait, ce genre de surface appelle euh, peut-être plus un imaginaire de la spiritualité qu'une chose vraiment, tu vois, de cet ordre. Mais je laisse ça, a priori, je laisse ça ouvert. Mais en tout cas, ça me semblait intéressant qu'une procédure comme celle qui a donné lieu à Icon, à ce Hmm. tableau qu'on regarde, enfin, c'est un enchaînement de gestes, de travail très simple, des accidents concrets, physiques, qui donnent lieu à cette apparition. Donc, j'aime bien, je pense que l'ambivalence de la chose en elle-même est satisfaisante. Très bien. Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Y sur. Alors, c'est Y sur B, on dit? YB? En fait, c'est les initiales des couleurs. Ouais, j'avais compris, mais alors je sais pas s'il y avait un. Alors, yellow sur black, a Yellow priori. sur black, ok. Ouais. Qui vient, donc, Icon qu'on a vu fait partie d'une série assez grande et de tableaux qui font de tableaux carrés qui font tous 130 par 130. Et c'est un format que j'utilise depuis donc 2016. Euh, Aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à la fois la hauteur et la largeur, enfin disons un format horizontal, un format vertical, apportait pas beaucoup, enfin c'était une information qui apportait pas grand-chose, en tout cas par rapport à ce que je voulais faire, puisque, je le redis, un des principes, c'est de travailler sur ce face-à-face, en fait, hein, sur le vis-à-vis d'un regard sur cette surface. Hmm. Et le format carré, avec sa centralité, tout d'un coup s'est imposé dans le travail, à la question du centre, en fait. Le format carré s'est imposé pour des raisons assez faciles à comprendre. Donc, en fait, yellow sur black, Y sur B, c'est encore du noir et du jaune, d'ailleurs, et c'est un accord de couleurs que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, c'était presque un effort de ne pas le refaire à chaque fois. Euh, il est, comment dire, j'expérimentais des gestes de versement de la peinture sur la toile, des écoulements en fait. Ou alors un recouvrement au pinceau, mais avec de la peinture suffisamment liquide pour qu'elle finisse par s'écouler toute seule. Et donc le fond de ce tableau, si on peut dire, c'est de la peinture noire qui s'est un peu désagrégée, qui s'est déposée, qui a coulé et qui a donné lieu à ces vagues blanches. Et c'est vraiment la peinture elle-même qui a produit ces effets-là. Euh, alors, se pose le problème de la décision en peinture et de ce qu'on considère être un tableau ou pas. Et il me semblait que
que c'était pas suffisant, que ça faisait pas tableau, que c'était une archive d'un accident, d'un événement matériel intéressante, mais ça faisait pas tableau. Et ça posait pas suffisamment ça posait pas suffisamment de problèmes de le regarder. Euh, je veux dire ça comme ça. Et parce que je trouve qu'un bon tableau, c'est aussi un tableau qui pose des problèmes. Euh, ou qui inquiète, pourquoi pas. Mais en tout cas, qui laisse pas forcément tranquille. Et c'est pas le sens, mais disons l'explication visuelle de ce recouvrement, de ce fond noir, on pourrait dire par ce carré jaune, c'est l'idée que le tableau, de donner son autonomie visuelle et plastique au tableau. C'est une forme de refus, en quelque sorte, qui se donne tout à fait. Et ça, comme les tableaux qu'on a regardés au début, ça renvoie aussi le regard à sa propre activité. C'est-à-dire, euh, depuis toujours, je m'intéresse à ça. J'essaie de le formuler en peinture parce qu'à mon avis, c'est une question de peinture. Il s'agit d'apprendre à regarder, en fait, en tout cas, que la peinture nous rende conscients, dans une certaine mesure, de cette activité, mais à la fois pour qu'on s'y livre de manière tout à fait libre, et que dans le même mouvement, euh, on prenne du plaisir à cette activité du regard et qu'on en prenne conscience aussi. Et donc une surface qui se cache en partie, ça me semblait un bon outil pour arriver à ça. Et est-ce que le format carré, c'est pas aussi une manière d'avoir un cercle dans le... Parce que j'ai l'impression que dans cette série-là, d'un coup, dans des formats carrés, on n'est pas forcément dans le physique, le corps, mais plus presque dans le regard, enfin, dans le regard, dans la tête, quoi. Et il y a un truc où on est pris, soit on est pris dans la profondeur, soit on est pris dans le convexe ou concave, quoi. Voilà, il y a le cercle convexe ou concave qui prend un peu la tête du spectateur. On va voir notamment avec les derniers tableaux, mais il y a quand même ce truc-là où c'est plus... on a presque l'impression d'être chopé dans l'espace du tableau, quoi, pour le coup, hein, au niveau de la tête, pas du corps. Moins du corps, Oui, peut-être. oui, Ouais, oui, ouais. oui, parce qu'effectivement, il manque. Non, tu as raison. Parce que là, il y a un côté, toi, il y a un côté presque. Le centre de tes coulures, c'est quand même l'endroit caché par le carré jaune, quoi. Donc, d'un coup, nous, on a tendance à être aspiré par ce centre, quoi. Ouais, Presque. tout à fait. Le regard est Ouais, aspiré par ça, quoi. Ouais. ouais, ouais, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent justement, des effets comme ça, d'attrapement par la surface, qui est incertaine aussi du point de vue de sa profondeur. C'est-à-dire que il y a une sorte de flottement, d'intervalle même entre le carré jaune et ce qu'il y a derrière. On a presque envie de passer la main, en fait. Il y a quelque chose d'une profondeur qui Et d'un se... espace caché derrière, ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Et ces ambiguïtés-là, elles m'intéressent parce qu'elles sont aussi constitutives de la peinture. C'est-à-dire que on aura beau mettre, ne faire que poser deux couleurs côte à côte, des couleurs unies, disons, n'importe lesquelles, mais bon, il y aura forcément un effet spatial qui va arriver visuellement. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce que juste à poser deux couleurs produit de la profondeur, alors qu'il n'y a aucune perspective, il n'y a pas de dessin d'espace, il n'y a rien de tout ça. Donc Hmm. je pense que il faut prendre acte de cette affaire et l'exposer aussi. Je pense à mon avis, le travail de la peinture, c'est aussi exposer les paradoxes qui se nouent plutôt dans cette surface. Et la question de la profondeur en est un, puisque, encore une fois, tout le monde sait qu'un tableau, c'est plat, et pourtant, il se passe ce qui se passe, que tu dis. Et le fait d'utiliser de l'acrylique, c'est une manière de simplifier la technique, c'est une manière parce que là, d'un coup, ton jaune est hyper parfait. Enfin, on est loin de notre ami Malevich, mais, mais c'était d'une précision presque, on va dire presque industrielle, quoi. Ça, Bah, oui, oui et non, parce qu'en fait, c'est pas si bien peint que ça. c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le baveux à la Gazirovski. Enfin, toi, Non, c'est là, vrai. Mais je il tends les fallait, deux. ouais, Ouais. ouais, il fallait qu'il y ait du tranchant. Ça me semblait important que le contraste entre la peinture qui s'écoule comme ça, un peu comme elle veut. J'avais envie d'opérer un contraste Hmm. maximum avec cette décision.
dont la gratuité, en quelque sorte, devait vraiment être nette. Enfin, voilà. Et alors, l'acrylique, moi, enfin, là, pendant un moment, j'ai eu vraiment l'impression d'utiliser de l'acrylique comme si c'était de la peinture à l'huile, c'est-à-dire de multiplier les épaisseurs, de diluer beaucoup, et, et j'ai fait pas mal pratiqué pas mal peinture à l'huile aussi, Hmm. euh, euh, par épisode, beaucoup au début et par épisode ensuite. Mais, euh, mais ce caractère mat de l'acrylique et le fait que le séchage plus rapide me permet aussi d'avancer le tableau plus rapidement. Hmm. Et puis il y a la question de l'eau, en fait. C'est-à-dire que Oui, ça coule pas pareil, là, pour le coup. Ouais. c'est ça. Vraiment, dans les légendes des tableaux, on pourrait mettre acrylique et eau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau en réalité. Hmm. Et le jeu de l'eau, la vie de l'eau, enfin, je sais pas comment dire, plus simple, les choses plus simplement, mais l'activité de l'eau à la surface de la toile est extrêmement importante en fait. Ça t'est arrivé d'utiliser des pigments, d'essayer de bricoler plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, beaucoup, Et beaucoup. tu rates quand même pas mal alors quand tu fais des grands trucs d'eau comme ça ou non, Bah, c'est toujours. ça, Tu te ça rate. débrouilles toujours. Ouais. Non, ça rate 3 fois sur 4, mais en Ah fait, oui, quand même. c'est pas très grave. Hmm. De toute façon, ça nourrit la surface et Mais une dépense, quoi. Ouais. ouais, il y a beaucoup en plus, en trop, de tout ce qu'on veut, mais je pense que ça fait partie du fait de travailler bah, en se jetant à l'eau aussi, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ça, ça marche ou ça marche pas. Alors, on peut discuter hein, sur ce qui est finalement ce qui m'arrête ou pas, mais comment dire, l'échec fait vraiment partie du travail, je pense. Ouais. Et puis, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par rapport à ce tableau, c'est on a l'impression que ta position qui va nous amener après au dernier tableau, mais c'est que tu laisses les choses se faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de hasard, pourquoi pas de non-maîtrise, d'accidents dû à la surface de la toile qui n'est pas vraiment parfaite et tout ça, et que ton geste presque de peintre qui vient reprendre tout ça en main, c'est de faire la chose la plus technique, la plus précise. Enfin, tu vois, le carré jaune comme ça, bam, qui reprend, qui dit, bah, en fait, je maîtrise, quoi, presque. Enfin, là, on voit aussi dans l'accrochage le carré rouge, pareil, sur un fond. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a un geste d'autorité presque qui reprend le tableau en main, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, il me semblait, alors, comment dire, que c'était aussi une façon de mettre à distance et encore une fois, je, la résistance, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois une surface peinte, elle se donne, même si la métaphore est discutable, en tout cas, elle est là, c'est ouvert, et en même temps, on n'en fait jamais le tour, et il y a toujours quelque chose qui résiste en réalité, dans une image peinte. Il y a toujours une énigme quelque part, il y a toujours une chose trappe, il y a toujours un creux, il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui manque en réalité. Et c'était une façon de mettre le doigt là-dessus de manière un peu explicite, mais quand même. C'est-à-dire que on peut pas tout dire, peut-être. On peut pas tout voir. Il y a toujours quelque chose qui se refuse au regard ou qui ne se regarde pas ou quelque chose de cet ordre-là. Et l'idée d'une surface qui résiste et d'autorité qui va se fermer aussi d'une certaine façon me semblait intéressante à ce moment-là. Oui, parce que là, on passe au dernier tableau. Donc là, ça date de 2022, ça s'appelle Medusa 2, et donc c'est l'exposition que tu as en ce moment, on va voir une vidéo après. Ouais. Et donc ce tableau-là, donc, il est à la Galerie Allen, et là, d'un coup, c'est presque un autre geste, quoi. Bah, en fait, Tu tout parles de regard, là, on a l'impression que ça se donne beaucoup, quoi. Ouais. à fait. Euh, mais si tu veux, en fait, par rapport au tableau précédent, c'est presque la chose est presque inversée. Hmm. La procédure de travail est presque inversée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un recouvrement noir, assez homogène, parfois sur d'anciens tableaux d'ailleurs qui ont un peu dégénéré, et ensuite une opération de versement qui produit ce qu'on voit. Alors, Ah, ok.
Ouais. ce tableau, il me permet de revenir sur pas mal de choses. Donc attends, juste pour revenir, pour être sûr, Ouais, c'est là c'était le tableau, il est d'abord tu le peins vraiment en noir et après c'est l'eau qui va en faire c'est cet effet ça. comme ça. Ok. Alors, Mais après tu reprends un peu au noir, non, quand même, parce que pas c'est du très. tout. Ah ok. Non, non, Ah ok, bah, fort. bah, j'ai essayé, mais en fait, c'est moins bien. Ok. Et en fait, on peut s'arrêter un peu là-dessus parce que cette famille de peintures, donc, qui est en ce moment visible, comme tu l'as dit, à la Galerie Allen, On en parle après. Ouais. ouais, reprend après un certain nombre de choses, c'est-à-dire euh, des, des moments d'écoulement de la peinture et la question que j'évoquais au départ de qu'est-ce qu'on fait avec le dos de la toile. C'est-à-dire que un tableau, il n'est pas censé avoir de revers en réalité. C'est une espèce de non-lieu. Euh, donc, quand on a une approche un peu matérialiste de l'objet, tableau, qu'on s'interroge ce, sur ce que c'est, sur ses éléments constitutifs, évidemment, l'envie vient comme même si ça arrive par hasard, comme le sol en céramique de l'atelier à la villa. Mhm. En fait, je ne sais pas trop comment l'idée m'est venue, mais peut-être c'est une espèce d'icône à l'envers, c'est-à-dire que pour arriver à ça, j'interpose entre la toile et le châssis des objets qui produisent des reliefs à la surface de la toile, des tensions et des reliefs. Et je travaille au sol toujours. Donc en fait, la peinture va s'écouler en fonction de cette espèce de dessin qui est anticipé dans une certaine mesure. Et donc je verse de la peinture blanche sur ce fond noir qui est rythmé, si tu veux, on pourrait dire d'obstacles. Alors là, il y en a, là en l'occurrence, il n'y en a pas. J'ai rien mis sauf au centre. Et donc ça produit une pente et la peinture que je verse vers le centre s'écoule sur les bords et vis-à-vis. Euh, alors, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, il y avait tellement d'eau et de peinture que le surplus s'est accumulé dans les angles et a séché sur place. Et donc, ça a produit ce qu'on voit dans les angles, tout simplement, euh, sans vraiment que je l'imagine, même si des choses similaires étaient un peu apparues dans la mise en place de ce travail-là. Il y a eu beaucoup de tableaux que j'ai fini par mettre de côté, mais qui m'ont amené décider un peu des paramètres de travail. Et donc tout ça, encore une fois, est apparu suite à des expérimentations avec la peinture à l'atelier. Et là, la toile, tu la retends après ou Ouais, elle se. j'enlève, Ouais. j'enlève Ouais. les choses qui font relief, ça se retend, D'accord. et puis évidemment, ça garde un peu des traces de cette vie-là. Hein, Oui, mais on voit les petites lignes, des fois, des petits angles. Ouais. et voilà. Et là, alors, on va voir la vidéo après, mais là, il y a aussi quand même le format qui fait, encore une fois, là, c'est 1,50 m sur 1,50 m, donc on a quand même un effet, encore une fois, d'être complètement happé. Enfin, c'est quelque chose que tu cherches. Tu aurais pu décentrer t'aurais pu décentrer les images, et là, non, au contraire, bah, c'est Méduse, quoi. On est pris dans C'est ça. c'est l'image qui prend, quoi. Ouais. C'est toujours un peu les mêmes questions depuis le Hmm. début. Qu'est-ce qui peut se passer là, en fait? Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ses yeux? Enfin, et on en- et comment aussi on est attrapé par des choses, par des images, par des motifs, par des surfaces, et le tableau, évidemment, la peinture. Pour moi, c'est l'endroit qui réfléchit à ça, au regard, à la vision, et peut-être à des moments limites de ça. En tout cas, là, ça se dit de manière plus nette que jamais dans ce que je fais. Et Hmm. effectivement, avec la figure de Méduse, je m'y intéressais parce que c'est passionnant, mais comment dire, euh, quand tout d'un coup, presque quand ça s'est apparu, j'ai eu presque l'impression d'avoir fait une sorte de méduse abstraite, c'est-à-dire mais pour le coup d'une méduse grecque, enfin pas une méduse, à la fois une méduse qu'on trouve dans les océans et puis une méduse qui méduse justement. Parce que là, tu parles de regard, mais il y a aussi une sensualité de la toile quand même, hein. C'est-à-dire que la surface noire ça, c'est elle est quand même très travaillé. Parce que tu vois, moi, je pensais que tu repeignais par-dessus le noir pour qu'il soit super dense comme ça. Donc, il y a quand même un travail.
Enfin, c'est important pour toi quand même qu'il y ait la surface, on va dire le subjectif pour parler. Voilà, qu'il y ait un plaisir comme ça de contraste Ouais, entre le ben, noir et les blancs et tout ça, quoi. Non? c'est-à-dire que une des données importantes, c'est que ça a toujours été important que le travail soit visible, en fait, et qui se donne à voir en tant que, c'est-à-dire que ce qui se donne à voir en tant que ce que c'est. Ouais. Bon, là, c'est Disco Parmentier, mais il y a un truc un petit peu plus pop, je suis obligé de le dire. Il y a un truc un peu plus sensuel. Il y a un truc un peu plus amoureux, un peu plus gourmand, quoi. Voilà. Ouais, enfin, je Je veux sais. dire, je pense à. Non? Tu trouves pas? Bah, si, il y a du désir dans le sens où j'ai envie de peindre et que ça me parle. Et Mais tu racontes quelque chose avec ta matière, c'est ça que je veux dire. Alors que ben, ça, c'est toi. oui, oui, non, mais bien sûr, non, non, mais là, ça c'est moi. Mais par contre, quand Parmentier, je vois un tableau de Parmentier, je me dis pas, il raconte quelque chose avec sa matière. Et je me dis, il raconte la matière. Ok. Il fait une tautologie, quoi. Voilà. Là, ou même Buren ou des choses comme Non, ça, il y a un choix de. Pour moi, il y a un choix de non-sensualité ou de non. De, presque du sortie du tube et tout ça que toi, t'as pas du tout. Là, je suis obligé de le dire. Après, voilà, t'as le droit de me dire que j'ai tort, hein, mais je trouve que non, ce non, noir, il a une qualité plastique et. non, non. Ouais. Si, bien sûr que tu as le droit, et il y a une jubilation de ça aussi, de cette sensualité, Bah, même comment. du blanc qui explose au milieu du noir très profond, quoi. Enfin, ou Ouais, ouais, du noir ouais. mat. Les Voilà. formes que ça crée. Et pour revenir au noir, c'est souvent des tableaux ou des anciens tableaux que j'aime plus ou des tableaux comme ça ratés que je recouvre. Et donc il y a cette mémoire aussi à la surface, enfin il y a des Hmm. fantômes qui sont là et effectivement qui font que quand on s'approche, il se passe un certain nombre de choses. Enfin il y a un certain nombre de choses à voir. Et la dilution du blanc aussi fait que ben, il se passe des choses différentes à chaque fois et et que je me laisse faire en quelque sorte par ce Hmm. qui se passe. Mais alors, enfin, oui, oui, ok. Alors, moi, j'aime pas Parmentier ou des peintres comme ça. Et je trouve que toi, et cette génération d'artistes, comme vous êtes plus sensuel, enfin, vous êtes plus attentif à la matière ou à la. Tu vois, d'un coup, il se passe plus de choses, quoi, je trouve. Mais bon, après, voilà. Je vais pas. Alors, on va voir une vidéo que j'ai faite de l'exposition qui est en ce moment à la galerie Allen jusqu'au 25 mars. C'est 8 rue Rambuteau. Mais comme on pense à ceux qui sont pas à Paris, d'un coup, vous avez l'expo vite fait, alors vraiment vite fait et pas très bien filmé, hein, mais je vous montre l'entrée de l'exposition parce que, évidemment, c'est une galerie qui est un peu cachée. Donc, c'est 8 rue Rambuteau l'entrée, mais il faut oser aller au fond du truc, au fond du couloir. Voilà, donc je vous montre le truc. Et dans l'exposition, dans l'accrochage, on retrouve donc 5 médusas et également une série de lithographies. C'est ça, où tu parles de films d'horreur? C'est des sérigraphies. Sérigraphie, oui, Ouais, pardon, je connais rien. on n'a pas parlé de ça, mais parce que Ouais. j'aimais bien la règle du jeu, 5 tableaux, voilà, ça me plaisait beaucoup. Mais Nils, les ça fait un truc images, pas mal là. Je suis en train de voir. Attends, Nils, ça fait un petit problème technique en direct. Peut-être tu remettras la vidéo, Nils, comme ça on. Voilà. Bon. Pardon, parce que j'ai vu la vidéo se balader comme ça, c'était un peu comique. Voilà. Ouais. Bon, Nils, voilà. Excuse-moi. Donc, vas-y, Emmanuel, je t'écoute. Excuse-moi. Ouais. ouais, j'ai beaucoup pratiqué le collage en assemblant des morceaux de film ou voir de la peinture, etc. Et ça accompagne souvent mes expositions. Et là, effectivement, il y a, à côté des tableaux, il y a une série de 8 sérigraphies euh, qui sont des visages que j'ai piochés dans les films de Mario Bava, qui est un grand maître donc du cinéma de genre, dit série B italien. Film Euh, d'horreur, ouais. ouais, pas seulement, Crime, ouais. euh, un peu sanguinolent parfois, effectivement, et qui est par ailleurs un immense plasticien, parce que si les histoires ont pas un immense intérêt, son traitement de la lumière est vraiment, de la photographie en fait, est vraiment merveilleux. Alors je lui rends pas du tout hommage à ce titre, puisque tout est en noir et blanc dans mes sérigraphies. Et il y a ces visages, effectivement, qui sont aussi des visages de méduses ou des visages médusés, sur lesquels, via la sérigraphie, j'ai apposé une sorte d'instrument de mesure qui vient tenter d'analyser cet effroi ou cette inquiétude qu'expriment les visages, effectivement. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un sur le chat du Twitch qui s'appelle Bavafan001.
qui te demandait justement de parler de Bava. Donc, comme ça, et toi, il y avait un fan de Bava qui est carrément venu exprès pour parler de ça. Donc, on revoit encore un peu. Et là, l'exposition, quand tu fais une exposition comme ça, c'est l'accrochage et tout ça, tu le penses au départ, c'est très pensé ou ça se fait en fonction de. Moi, je suis un peu, comment dire, j'ai une sorte de répulsion pour l'idée de projet. Voilà, je fais des tableaux l'un après l'autre, et puis Hmm, avec Joseph Allen, on se met d'accord sur une date d'exposition, et puis on voit ce qu'il y a en fait. Et, d'accord. et là, en l'occurrence, il y avait cette famille de tableaux, il y en avait un peu plus, mais cinq dont j'étais sûr et que je voulais montrer. Et donc, c'est relativement simple à chaque fois de décider des choses. Et une fois dans la galerie avec les cinq tableaux, ça m'a semblé être une chose à faire que de les mettre tous les cinq et d'associer les sérigraphies. D'un Donc, coup, on a l'impression d'être aussi dans un truc de panoptique dans l'accrochage, quoi. Là, on est entre les tableaux, quoi. ouais, On a l'impression de les gêner presque. Ouais. Et alors, tu as une autre exposition, une autre actualité, c'est jusqu'au 26 mars 2023. C'est à la Fondation des artistes et c'est organisé à Nogent-sur-Marne. C'est organisé par Karina Bilch et Nicolas Chardon. Et ça s'appelle Paris Peinture ici et maintenant, c'est ça? tout à fait. C'est à la Maba. Maba, oui, pardon. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est le Paris Peinture, qui est un feuilleton dont c'est le troisième épisode, puisqu'il y a eu une occurrence au Quadrilatère à Beauvais et à la galerie Jean Brolly. Et c'est effectivement des amis de longue date, Nicolas Chardon et Karina Biche, qui sont à la manœuvre et qui ont réuni de manière assez, c'est vraiment sur le principe des affinités électives, en fait, hein. Un groupe, et pour le coup, là, en leur demandant, demandant à chacun, à chacune de proposer le premier tableau et le dernier tableau. Donc, il y a un certain nombre de gens que je connais depuis longtemps, Anne-Laure Sacriste, Camilla Oliveira Fairclough, Benjamin Swem, bon, j'en oublie, mais Clément Rodieski, il y a Benoît Maire aussi, Corentin Canson qui a Corentin Canesson qu'on a invité. Ouais. fait. Et donc, c'est une sorte de photographie. Nicolas m'avait un peu en forme de blague, m'avait dit ça ressemble à un petit musée d'art moderne un peu bizarre, l'exposition. Et je trouve ça assez juste. Et ça permet de réfléchir aussi. Et c'est accompagné d'un texte tout à fait hilarant de Thomas Clair, euh, L'excellent Thomas Clair, ouais. ouais, qui explique aussi comment la peinture peut entrer dans la vie. C'est-à-dire, on peut avoir envie de devenir peintre parce que on voit une affiche dans une salle d'attente ou ce genre de choses. Et donc tout ça brasse beaucoup de choses très intéressantes et il faut venir voir ça. Ouais. Trop bien. Donc, c'est jusqu'au 26 mars. Ouais, Et on va passer à la deuxième partie de notre émission. Ah si, non, il y avait une autre actualité, c'était l'histoire de l'école d'Angoulême. tout à fait. Une Ben, actualité politique, on peut dire presque. ouais, Ouais. tout à fait. Je parlais de gens que je connais depuis les Beaux-Arts de Paris. Et effectivement, l'école dans laquelle j'enseigne depuis une dizaine d'années, les Beaux-Arts d'Angoulême, autrement dit, alias École européenne supérieure de l'image, ESI, qui est à la fois à Poitiers et Angoulême, est véritablement attaquée là par des décisions et des plans qui sont en suspens, mais qui mettraient à mal profondément la pédagogie. Et on est en lutte là, avec les collègues, tout le personnel de l'école, administratif, technique, pédagogique, euh, vent debout contre tout ça. Des suppressions de postes, des refonds de la pédagogie qui détruisent un peu tout ce qu'on essaye de faire. Et je tenais à ce qu'on en parle un petit peu, qu'on l'évoque au moins, parce qu'il y a d'autres écoles aussi qui sont en danger. Et, et on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Paris et j'ai rencontré beaucoup de gens aux Beaux-Arts de Paris pendant mes études dans cette école et ce sont des endroits menacés. Voilà. Ah oui, mais il faut faire des projets, alors voilà. Les écoles d'aventure, c'est plus difficile, ouais. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé le très moderne Édouard Manet, avec le chemin de fer, qui est un tableau magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, on va avoir plein de détails parce que je l'avais en haute def, volé. Enfin bon, je raconte pas les détails, mais Bien, bravo. on Et, voit bien la matière pour le coup. Ouais. c'est un tableau que j'ai pu voir à Orsay, puisque je crois qu'il est pas, enfin j'en suis sûr, Non, même, il est aux États-Unis, me ouais. semble-t-il, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il est à Euh, Chicago, mais ouais, ouais, ouais. voilà. Et donc on peut faire une petite analyse parce que je parlais de la question du regard et du néant peut-être qu'il y a au fond de chaque tableau. Enfin, comment dire, on a là, enfin, il y a quelque chose qui se raconte quand même, hein. On a là une personne qui nous regarde, qui a un livre dans les mains, un petit chien voilà, dans les bras. Et puis on a un personnage plus jeune, de jeune fille, qui nous tourne ostensiblement le dos pour regarder à travers les barreaux des mairies. Alors c'est sans doute près de la rue de Rome. Et alors tout ça pourquoi? Eh ben pour un nuage blanc qui nous cache absolument tout ce qui pourrait y avoir d'intéressant à regarder, peut-être le train qui passe d'ailleurs, une locomotive. Et j'ai toujours été enfin, fasciné par ce dispositif qui à la fois nous inclut par cette apostrophe extrêmement sereine d'ailleurs, hein, qui est coutumière de Manet. On a ça chez l'Olympia ou dans pas mal de tableaux. Mais là, l'apostrophe est peut-être plus, comment dire, moins hautaine, d'une certaine manière. Il y a moins de défis. Mais enfin, en tout cas, ça paraît assez évident que c'est notre regard qui est regardé, hein. Mhm. On est pris à témoin. Au cas où on avait oublié qu'on regardait un tableau, ben voilà, on est au courant. Mais par ailleurs, l'autre personnage nous tourne le dos. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est peut-être pas si intéressant que ça. Et pour regarder quoi? Ben, en fait, on ne le voit pas, puisqu'il y a un double écran, si je peux dire, de barreaux et puis de fumée, pour le coup, au sens propre du terme. Et alors, tout ça, tout cet appareil, toute cette structure, pour arriver cette espèce d'évidement, me fascine assez. Et par ailleurs, il y a la peinture de Manet elle-même. Tu parlais de surface amoureuse, enfin, ce sont des choses que je ne peux pas dire, reprendre à mon compte pour parler de mon travail, mais là, oui, il y a une sensualité chez Manet partout, absolument géniale. Une façon de faire vite aussi qui a été notée, hein, par les contemporains, Mhm. et une façon de penser aussi le tableau celui ou celle qui le regarde de l'intérieur du tableau. C'est-à-dire que ce sont vraiment des images peintes, mais qui tiennent compte de ça, de cette confrontation. Et j'avoue qu'évidemment, enfin, après tout ce que j'ai dit, j'espère que c'est un peu clair, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, le tableau, il est à Washington, en fait, j'ai vérifié. Ok, Et l'autre petit détail que j'ajoute, que je trouve très drôle, c'est la grappe de raisin en bas à droite, comme une nature morte comme ça qui se balade. oui, c'est ça. Et là, pour le coup, ça fait tableau. Oui, c'est ça. Genre, elle se balade dans, voilà, rue de Rome, elle se balade comme ça, une grappe de raisin qui traîne. C'est le goûter. Voilà, pour faire tableau. Oui, mais enfin, tu ne poses pas le goûter sur sur la pierre dégueu. Voilà. Bah écoute, Donc, c'est plus d'oxys qui se balade dans le tableau en plus, quoi. Voilà. ouais, D'ailleurs, je viens de voir qu'elle est coupée par par la barre noire de la grille, quoi. Donc, comme ça, c'est parfait. Il y a une ambiguïté. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais, et tu m'as proposé un tableau de Simon Taille que je pense que tu aimes bien, et peut-être pas celui-là qui est trop surréalisant. bah, tout à C'est un fait. tableau qui date de 53-54, ouais. Trop dans l'imagerie, c'est ça? Ouais. Bah, c'est-à-dire que bah, ta question, elle est terrible, tu vois. Bien sûr. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas ce que je préfère chez Simon Antaille. Et Hmm. je suis allé chercher, c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'en ai parlé. Oui, c'est encourageant. Ouais. Ces moments de transition, enfin particulièrement celui-là, où on se demande un peu où est-ce qu'il veut en venir. Hmm. Et je trouve, et comment dire, il y a plusieurs choses. Je pense que, il y a des moments comme ça dans un travail de peinture où on peut traverser des moments assez ingrats dans le travail ou compliqués. Je pense que le mauvais goût, enfin, le kitsch, peuvent faire partie des choses qu'on rencontre et il ne faut pas se l'interdire. Hmm. Mais ce que je trouvais peut-être
comment dire, qu'est-ce qu'on peut garder de ça? Euh, en, en- en- En regardant ce tableau dans le catalogue de Beaubourg d'ailleurs, je me disais, j'avais presque envie de prendre une aiguille, de percer ces espèces de poches colorées et comme si la couleur allait enfin se répandre sur la toile, la couleur, enfin cette couleur un peu psychédélique là partout. Hmm. Et Ouais, on j'imaginais, dirait une grosse lampe avant l'heure, quand même, quoi. C'est les lampes grasses, là, dégueulasses, psychédéliques des années 70 en 50, quoi. C'est pas si nul, mais hein. c'est ça, on est quand même en 1954, donc Ouais. voilà, on peut pas le soupçonner d'avoir pris du LSD, mais visiblement, il n'en avait aucun besoin. Et comme un moment d'étape, et puis voilà, c'est un tableau qu'on ne peut pas trouver agréable pour le coup, enfin à mon avis. Il a une certaine présence, comme tout ce qu'a fait en taille, mais comme passage et comme questionnement aussi, je pense, comme épuisement de cette idée que le tableau doit recevoir les visions, des visions, voilà, la représentation ou l'illustration d'un imaginaire. Je pense que en taille s'est vraiment vidé là, dans ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et je pense que quoi qu'il arrive, il ne faut pas se l'interdire non plus. Euh, Hmm. Chercher à bien faire tout de suite. On peut se perdre aussi dans toutes sortes de tentatives, et je trouve ça important. Et ce tableau me permet de le dire. Et même si vos camarades baissent les yeux, voilà, ça peut produire une certaine gêne, c'est pas très grave. Et puis, ça prend sens aussi avec la suite. C'est-à-dire que cet épuisement lui permet sans doute de passer à autre chose. Et on est encore assez loin des premières Mariales, hein, 6 ou 7 ans plus tard, où justement il va prendre l'absolu contre-pied de cette surcharge illustrative et élaborer la technique du pliage, etc., Hmm. etc., dont j'ai déjà un petit peu parlé. Alors, on va passer à une œuvre qui a nourri ta pratique, et tu m'as proposé un film de Jean-Marie Straub, qui est décédé cette année, et Daniel Huillet, Ouais. qui s'appelle America, rapport de classe. Est-ce que tu peux nous en parler? J'avoue que j'ai pas eu le temps de voir le film. J'ai eu le temps de faire des captures d'écran du film, ça a l'air très Ah, mais beau, ouais, c'est bien, hein. ça a l'air assez exigeant, donc j'avais pas l'énergie. Mais Euh, en fait, si tu veux, c'est vraiment, je trouve, et Huillet, donc ils sont tous les deux partis maintenant. C'est une œuvre. Alors, j'ai pas vu tous les films, j'en ai vu beaucoup. Et parce que c'est difficile, parce que ton questionnaire, c'est ou un film, bien sûr. ou un livre, ou une Ah musique. oui. Donc, bon. Alors, j'ai choisi des gens qui. J'aurais pu choisir un autre film. C'est pas tant ce film-là que parler de Jean-Marie Straub et Daniel Hullet qui est important pour moi, parce que c'est vraiment une rencontre avec ce travail absolument sidérante qui est venu conforter un certain nombre d'idées que j'avais. Euh, et alors, parler du film ou parler des deux, j'hésite un peu. Euh, J'aurais pu choisir Othon, j'aurais pu choisir Moïse et Aaron, j'aurais pu choisir le dernier de Jean-Marie Straub, c'est La France contre les robots. Pourquoi Straub et Huillet? Parce que c'est une œuvre, c'est un bloc en fait. C'est un bloc où chaque millimètre est décidé et pensé, que à la fois on pourrait dire, il y a des textes qui disent qu'il y a un absolu anti-lyrisme, mais en même temps, moi je vacille un peu parce que je suis pas sûr, parce que cette raideur, elle est sublime aussi. C'est des films qui résistent très fort et je pense que c'est vraiment une éthique à l'identification, au divertissement, c'est-à-dire que on est sans arrêt ramené à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire regarder un film et écouter un texte, parce qu'ils ont leur travail se fonde aussi beaucoup sur des adaptations de textes littéraires préexistants. Ici, c'est l'America de Franz Kafka qui commençait un texte inachevé qui a été publié après sa mort, etc. Et l'idée qu'un texte se dit, en fait, et qu'on a des corps à l'image qui disent un texte. Et souvent, ils ont travaillé avec des acteurs et des actrices non professionnels. Euh, et on est face à ça. Enfin, c'est vraiment une expérience très forte, je pense.
et assez jouissive d'ailleurs, malgré l'austérité et ce qu'on dit souvent, hein, c'est exigeant, c'est austère, c'est long, tout ça. Moi, je trouve Hmm. pas du tout, je trouve ça passionnant, pour peu qu'on écoute et qu'on... Voilà. Je voulais dire autre chose. Alors, le film, il est intéressant quand même parce que c'est l'histoire de Karl Rossmann, qui est cet adolescent qu'on voit dans quelques prises de capture d'écran, qui est envoyé aux États-Unis par sa famille pour une sombre histoire et qui tombe, qui va un peu de Caraïbes dans Scylla. C'est-à-dire que sans jamais baisser la tête, il découvre un monde où tout est égoïsme, calcul, chantage, culpabilité, etc. Et le sous-titre rapport de classe, c'est bien évidemment un ajout, à mon avis, je suis presque sûr, de Jean-Marie Straub et Daniel Villet, parce que le film montre ça aussi. C'est un monde où les individus sont pris en étau, forcément, par une hiérarchie, par la famille, des situations inextricables. Et ce jeune homme, malgré toute sa naïveté et ses déconvenues, ne baisse absolument jamais la tête. Et, euh, et donc, il poursuit sa route vers l'ouest, on va dire. Et alors, pour les gens qui voudraient commencer avec un film peut-être plus facile, il y a le Visite au Louvre que je trouve très beau, où ils prennent des textes de Cézanne. Voilà, on en a déjà parlé dans l'émission, mais je le Mais, mettrai dans les commentaires YouTube mais oui, de oui, la tu chaîne. fais bien d'en parler. J'aurais été, Non, mais c'est plus facile à regarder. j'aurais été, D'un coup, ça j'aurais parle d'un été truc qu'on... vraiment mortifié de l'oublier parce Hmm. qu'effectivement, ils ont réalisé ce film, Une visite au Louvre. Ce sont des tableaux en plan fixe, avec une voix féminine d'ailleurs, très en, Commentaire de... Ouais, très en colère, qui lit des extraits des textes ou des propos rapportés de Paul Cézanne, effectivement. Ouais, tout à ça fait. marche bien. Ouais. Et je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé, et tu m'as proposé un livre de Louis Marin, Détruire la peinture, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais qui est un livre très important. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, j'ai regardé l'exemplaire que j'ai à l'atelier, donc je l'ai lu en 1999. Mhm. Et pour préparer, enfin, je voulais le Ouais, relire pour préparer l'émission. Je l'ai presque terminé tout à l'heure, pas entièrement, mais c'est pas grave. Du coup, je ne sais plus si je dois dire ce qui m'a fait ou ce que j'en ce que pense tu veux. maintenant. Ouais, Et en tout cas, c'était un livre fondateur parce que clairement, il s'agissait pour lui de penser la peinture. Et pour dire une chose, alors évidemment, le livre, il est drôle donc en gros, c'est une bataille entre Poussin et Caravage. c'est C'est ça, dans la même période. On va voir les deux tableaux, si veut voilà, bien nous les montrer. Il y a à le la fois la derby. Méduse et le Et in Arcadia Ego Et in Arcadia Ego de Poussin. Ouais, C'est ça. Donc, Louis Marin met en place le derby des Romains, le match au sommet. Mais enfin, enfin, c'est une histoire intéressante parce que Poussin arrive après et dit que euh, Caravage, Caravage était venu pour détruire la peinture. Donc, il ne va pas avec le dos de la cuillère quand même. Alors, Louis Marin essaye d'expliquer tout ça. Et, et, euh, et donc, il y a cette espèce de polarité qui est mise en place, et puis une étude des textes de Lebrun, les conférences de l'Académie, Félibien, etc. Et puis, il y a l'affaire de la Méduse qui m'occupe beaucoup. Donc, peut-être que je vais garder des traces de tout ça quand j'ai commencé ce travail-là il y a quelques temps. Mais il y a aussi une idée que j'aime bien, qu'on peut dire là. À un moment donné, il ne s'agit pas de tenir un discours sur la peinture, mais de tenir le discours de la peinture si le tableau pouvait parler. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui véritablement se passe et de le dire. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le tableau, non pas ce que j'en pense, mais sur quel genre de dispositif il est construit, euh, qu'est-ce qui s'énonce, comment ça s'énonce. Donc, évidemment, Poussin, peintre d'histoire, il s'est occupé de ça. Comment on raconte une histoire en une seule image et, euh, et comment Caravage démolit un peu, mais alors il a démoli avant, parce que hmm. On pourrait parler de Carache en face de Caravage, quoi. C'est parce qu'à à la l'époque, limite, il y avait les Caraches qui avaient du succès, qui sont exactement. un peu plus poussiniens que... Ouais, Exactement. plus dans Et, l'imagerie, quoi. Ouais. et, et, euh,
et selon Marin, et c'est pas faux, Caravage avait de toute façon démoli le- 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 la représentation en tant que théâtre majestueux qui raconte une histoire pour véritablement faire fond sur la toile comme dans son saisissement et du tableau comme force, comme pure force visuelle qui vient nous attraper là où on est, sans pour le coup raconter d'histoire. Hmm. Ou alors très, Il très n'y a pas vite. aussi une histoire de presque de plasticité, c'est-à-dire que d'un coup, toi, tu serais plus du côté du Caravage par le côté, encore une fois, physique, d'être confronté physiquement à la chose, que l'histoire soit en train de se faire plutôt que ça soit une histoire passée, racontée, narrative à la Poussin, quoi. Ben, j'ai cru à un moment longtemps être plutôt dans le camp du Poussin et en fait je me rends compte Hmm. que je serais plutôt dans le camp du Caravage en fait. Ouais. Et alors, Parmentier, c'est pas plus. Alors, je reviens à un petit truc, mais il serait pas plus Poussin et Ben, raconter justement, être dans un espèce de système de très très mental comme ça, et finalement la trace du tableau est moins importante que toute l'histoire qu'on peut raconter autour, quoi. honnêtement, il faudrait C'est marrant parce que tu es en train de faire exactement comme dans les tableaux, tu es en train de te cacher derrière tes mains. Donc d'un coup, on a des carreaux, des carrés jaunes. et je- Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est juste que comme tu mets beaucoup tes mains devant le visage, d'un coup, on te voit dans le rond, on voit que tes mains qui cachent ton visage. Ouais, ben, faudrait qu'on aille voir un Parmentier ensemble. ouais, ouais, bah, Voilà. Et c'est une autre question que je me pose, c'est Poussin est un des peintres les plus rejetés de cette émission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintres qui ont dit on n'aime pas Poussin et tout ça. Toi, tu aurais t'aurais une idée de pourquoi on le regarde pas, on veut pas le regarder aujourd'hui, pourquoi il est. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quand même enfin, pour Hmm. moi, ça reste un personnage très important et ces tableaux sont une mine d'enseignement et Il y avait. d'astuces et d'émotions aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par le truc, les classiques, les baroques. Bon, ça permet de poser un peu des idées au départ, mais c'est aussi un peintre de la terreur, enfin le massacre des innocents, Ouais, enfin un Chantilly, ouais, ouais, qui est très beau. Chantilly, exactement. Enfin, et non, c'est très curieux. Et puis, Et in Arcadia Ego, enfin, même pour je sais pas, je pourrais pas te dire parler à la D'accord, mais place si des jamais autres, tu mais avais une piste. non, oui, non, en fait, non. C'est un mystère. Et Ouais. là, il y a encore une fois une exposition qui donne très envie, malheureusement. Moi, je ne vais pas pouvoir y aller, mais c'est à Lyon, c'est Poussin érotique, parce qu'il y a un poussin érotique, je vous assure. Il suffit de regarder un petit peu dans les détails, et d'un coup, on peut avoir des petites sensations. Euh, alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais. Alors, normalement, c'est une peinture contemporaine étrangère à France. Mais bon, là, t'as choisi Céline Berger, Ouais. qui est française, mais qui a vécu longtemps en Russie, donc on peut dire que voilà. Et elle est très aimée de ceux qui la connaissent. Et donc, ça s'appelle La vie éternelle. C'est un tableau qui date de 2020-2021. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai découvert enfin, Céline Berger, ça fait partie des gens et des rencontres importantes pour la peinture aussi, que j'ai rencontré aux Beaux-Arts de Paris quand j'y étudiais. Tu vois, les gens ils disent oui avec un point d'exclamation là sur le chat. Donc, tu vois, tout le monde l'aime. Ben oui, évidemment. Voilà. Et qui a réalisé une exposition à la galerie Patricia Dorfman l'année dernière que j'ai vue avec Mm. grand plaisir, puisque ça faisait des années que je n'avais pas vu son travail. Voilà. d'Aveyron, enfin en chair et en os. Et c'était très difficile de choisir une peinture, mais je crois qu'elle aime bien celle-là. Elle en est très contente. Et donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Euh, c'est quelqu'un, alors, on peut regarder j'ai pas envie de vous raconter l'histoire du tableau. Mm. Euh, la scène est assez évidente, mais moi je dirais que c'est quelqu'un qui se pose des problèmes en peinture aujourd'hui avec une immense exigence, beaucoup d'humour, une très grande conscience politique aussi. Euh, et, et, euh, et elle fait plus que commenter l'époque, je pense. Il y a vraiment quelque chose, un rapport à la peinture classique, une façon de se situer aussi à la marge de certaines modes en peinture, de Un certains rapport aux arts courants. populaires aussi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il y a une forme de naïveté ou parfois d'emprunt
une peinture le plus folklorique, on peut dire, ou du côté de l'art brut parfois. Mais on peut apercevoir quand même l'ambition aussi de ces compositions grâce à la vie éternelle. Ce couple qui sort, je crois, d'un supermarché et qui évolue sur cette espèce de sol dément. Et et c'est pas parce qu'il y a un cadre que je l'ai choisi, hein, mais Hmm. il y a aussi la présence de cette bordure qui signifie l'image aussi, avec ce motif qui tranche tout à fait d'ailleurs avec ce qui se passe au centre. Et voilà, et ça me tenait à cœur que Céline Berger soit dans cette émission aussi. Eh ben, en tout cas, vous la retrouverez la semaine prochaine avec moi en interview, puisque je vais l'inviter. Voilà, la semaine prochaine. Très Comme ça, bien. c'est toi, bustamment de parler de toi, hop, voilà, puis voilà, tout ça a été d'une cohérence incroyable. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Virginie Yassef, alors, qui s'appelle Dépourvu de paupières. Alors, c'est un tableau, une impression numérique pigmentaire sur papier mat, qui date de 2019. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y Bah, a un léger flou, hein, c'est pas la photo qui est floue, c'est le. non, en fait, c'est effectivement une impression, mais qui est en noir et blanc en réalité, et il y a une gélatine qui s'interpose entre nous et le texte, et qui colore aussi, les mots. Alors, très un peu, comment dire, plusieurs fois, j'ai évoqué l'idée du tableau qui parle, par exemple, et c'est ce que dit Louis Marin de Et in Arcadia Ego, c'est-à-dire que ce serait ce monument funéraire qui s'exprimerait là dans la peinture. Euh, je pensais aussi, en regardant ce travail, mais c'est pas du tout une source pour Virginie Yassef. Je pensais à Rémi Zog aussi. Ces tableaux, par exemple, où simplement il y a écrit Moi, je te vois. C'est-à-dire Hmm. le tableau nous regarde. Donc là, j'ai choisi parce qu'il y a aussi des mots en peinture et il y a aussi du langage. Et puis, je trouvais ça assez drôle de terminer ce petit tour avec toi, avec cette allusion au regard encore, qui est à la vision et à la lumière, qui est un peu voilà, une obsession commune, enfin une histoire de peintre en tout cas. Et, Il y a le et très bon livre de Michael Fried sur Manet qui s'appelle L'ambition de Manet, qui parle justement de ça, du tableau qui regarde. Voilà. ouais, tout à fait. Il y a un peu. Et comment dire? Et on peut lire la phrase, hein, dépourvus de paupières, les poissons sont tenus en éveil par la lumière. Et j'avoue que je trouve cette proposition assez fascinante. Et vraiment, je n'ai pas plus de commentaires à faire. Je trouve qu'en soi, ça suffit. Voilà. Très bien. Et on va passer aux questions. J'ai eu beaucoup de Il y a eu beaucoup de discussions sur le chat, c'est très rigolo. Donc, si on va demander à notre réalisateur Nice de nous poser quelques questions. Il est déjà un peu tard, hein, mais bon, voilà. Oui. Que pensez-vous du retour à la figuration dans la peinture contemporaine? Bim. Ouais, retour, il ne faut pas exagérer, non? Je sais pas. Retour, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça, ou il y en a toujours eu? On dit ça tous les 5 ans. Au bout d'un Ouais. moment, Ouais. je sais pas si, je sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Non. J'avais fait une conférence en 2012 qui s'appelait Pourquoi annonce-t-on le retour de la peinture tous les 10 ans depuis toujours? Donc, C'est ça. voilà. Et il y avait une réponse, hein. Nice, une autre Oui, question? juste une petite question. Est-ce qu'on peut redonner le titre du livre sur Manet dont tu as Ah, parlé? pardon, c'est L'ambition de Manet, Michael Fried. Fried. Ok. L'accident devient-il un procédé? Ah, c'est pas mal. C'est le procédé qui est un accident. Quand on parle quand tu dis que tu veux pas faire de projet, mais est-ce que tu fais des protocoles? C'est-à-dire d'un coup, comme tu fais des séries et tout ça, tu es quand même obligé d'avoir une espèce de petite formule Ouais, de scientifique, de laboratoire pour. non, Médusa, faut quand même les trouver, il faut trouver le vocabulaire, quoi, quand même, pour qu'elles se ressemblent comme ça, les tableaux. c'est quoi? Pardon. Excuse-moi, Médusa, faut quand même retrouver un protocole similaire pour que, Oui, tout à fait. Ah il y ait bah des oui, variations, mais ouais. effectivement, il y a un travail sur le travail en fait. Et une méthodologie qui est élaborée
un peu au fil de l'eau et qui se précise et qui s'ajuste. Évidemment, il y a une idée, il y a un peu une idée de ce que, à quoi ça peut bien ressembler, enfin, mais qui est finalement assez imprécise par rapport à ce qui se passe. Donc, il s'agit d'instaurer une forme peut-être de cadre ou en tout cas des gestes de travail, ça c'est très important, et qui intègre l'accident. Je ne sais pas si je Oui. crois que la question elle est dans ce sens-là, et de travailler avec l'aléa en plutôt d'instaurer enfin, qu'il y ait un espace de discussion avec l'aléa et que la surprise soit possible, en fait. C'est un peu ça l'espèce de stratégie, en fait, de ce programme de travail, c'est de faire en sorte que la surprise soit, qu'il y ait une apparition qui soit possible, qu'il y ait une surprise, de ne pas être dans l'intention de je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux travailler avec la peinture et voir ce qui se passe. Donc effectivement, il y a un protocole, oui, mais qui doit être, enfin, en l'occurrence pour les méduses, qui est relativement souple, parce que les paramètres sont pas, sont suffisamment ouverts pour qu'il y ait du nouveau, si je puis dire, à chaque fois. Une autre question? Pensez-vous que vos œuvres ont besoin de médiation, d'explication? Euh, je crois pas, et j'allais dire de moins en moins. Donc ça fait pas beaucoup à la fin. Je pense que les méduses, non. Ouais, clairement pas. Hmm. Peut-être que la position de départ, oui. Euh, et... Mais je pense que ça, c'est parce que c'était très lié à une certaine peinture, à la géométrie, tout ça. Mais je pense que de moins en moins, en fait. Mm. Les Une collages, question? ouais, les collages sont apparus à quel moment de votre travail? Je dirais 2009, comme ça, hein, de mémoire. Parce qu'en fait, mais je peux peut-être développer un point. J'ai jamais compris l'abstraction comme une. Pour moi, c'est pas, je le prends pas comme un iconoclasme pour le coup. Et pour moi, c'est un fait historique et très important, c'est que l'abstraction et le collage, en fait, s'élaborent en même temps. Et je pense que ce sont deux réponses différentes, évidemment, mais à la même question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une image? Qu'est-ce qui fait une image? Avec quoi on fait une image, etc. Et donc, à la limite, l'abstraction, ça serait une non-image ou une image effacée ou je pense au porte-fenêtre à Collioure de Matisse, qui est son dernier tableau, et était peut-être pas fini, mais enfin, c'est ce qu'on a sous les yeux. C'est deux volets verts avec une grande surface noire au milieu, et puis en attente peut-être d'une autre image, hein. Et du coup, j'aimais bien mettre en discussion l'abstraction et puis la technique du collage, en invitant, ben, je l'ai dit, le dessin, la photographie et le cinéma de plus en plus. Et c'est une sorte de contrepoint un peu nécessaire aussi. Donc maintenant, ça se fait via la sérigraphie, où le cinéma s'invite aussi. Et, et je pense continuer de ce côté-là. Et quand tu fais des séries de tableaux là qu'on a vu dans des accrochages où il y a quand même des couleurs différentes et il y avait des gros contrastes entre chaque tableau, ça peut être aussi une idée de séquence de cinéma ou pas du tout? Enfin, une séquence A plastique, a ouais. posteriori, l'idée me semble juste, mais je pense que le collage, la pratique, m'a beaucoup fait comprendre de choses, y compris sur la peinture classique, en fait. Et puisque quand on a cette idée que, ben voilà, de figure sur un fond, etc., on regarde les primitifs italiens, on regarde pas ça de la même façon. Où tout justement est extrêmement bien découpé, que les jeux d'espace sont très précis, on n'a pas une perspective comme ça centrée comme on en aura après. Euh, Hmm. mais on a des jeux de superposition qui produisent de l'espace. Et je pense que la série des carrés dans le carré, dont on parlait tout à l'heure, d'une certaine mesure, le fait que le carré central soit plaqué comme ça sur la peinture, ça une idée qui m'est venue du collage, je pense. Enfin, Hmm. c'est un peu l'idée de faire un collage en peinture. Alors, je demandais une dernière question, Nils, mais je Oui. voulais juste rajouter que c'était le modernisme de Manet de Michael Fried, et évidemment pas, voilà, parce que évidemment je suis prêt prêt à affirmer de manière bête et après vérifier. Euh, Oui, Nils, une dernière question. Comment pensez-vous le temps de la peinture? Pourquoi la rapidité d'exécution? Euh, C'est-à-dire, pour être sûr de comprendre,
comment je pense le temps de la peinture. Ouais, Oui, c'est ça. là, on a l'impression qu'il y a des À endroits où l'exécution. tu vas très vite. Ouais. En fait, je me suis jamais vraiment préoccupé de ça. C'est-à-dire que ça se fait. Après, effectivement, là, les derniers tableaux, en quelque sorte, ils enregistrent ce qui se passe à la surface. Donc, ce qui se passe est relativement rapide, en fait. C'est de l'ordre de quelques minutes. Et puis, ça sèche. Alors, ça peut prendre une journée, voire un peu plus à sécher. Hmm. Mais c'est pas vraiment une question. Peut-être que c'est ça qui m'intéresse, c'est que du coup, avec le temps, tout s'est concentré là. Euh, mais a priori, tout est tout le temps. Enfin, il n'y a pas un temps de peinture, un temps de pas peinture. Y penser, ça peut suffire. Et ça t'est arrivé de t'enfoncer dans un temps qui n'était pas le bon temps, c'est-à-dire d'un coup de prendre une peinture qui met trop de temps, enfin, tu vois, de patauger dedans ou de. Bah oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps, en fait, Ouais. hein. Ouais. Se tromper, de faire un geste trop tôt, trop tard, de pas attendre, Je pensais à des tableaux d'entaille où il a mis 1 an, 2 ans à les faire et tout ça. Toi, ça t'est jamais arrivé d'aller dans des choses comme ça? ça a pu arriver que le tableau reste retourné 2 ans, par exemple. Parce que D'accord. je savais pas quoi en faire, parce que ça me parlait pas. Insister sur la même toile. Ouais, dans l'exposition, il y a un tableau que j'ai recommencé plusieurs fois, mais pas sur des années, non. Non. Ouais, alors, je vois d'autres questions qui passent, Nice, ça va peut-être une dernière. Oui, là, bah, justement, Un écrire peu sur tard. Ouais. la peinture. Est-ce que ça vous intéresserait? Pardon? Écrire sur la peinture. Oui, oui, tout à fait. J'ai Écriture, hein. commis quelques textes et je réfléchis à autre chose là, mais oui. Et là, je crois que c'était écrire dans la peinture. C'est-à-dire Ah, qu'il y a, pardon. il y a la peinture, il y a l'écriture dans la peinture. Non, je pense, non, non. Non. On est plus chez Caravage, quoi. Ouais. Bon, bah super, Emmanuel, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient. Ah, non, on me dit écrire sur la peinture. Non, non, mais t'as écrit sur la peinture alors. Un petit peu, ouais, mais Ouais, c'est pas pardon. encore tout n'est pas encore très clair, mais Très bien. je travaille, ouais. Bon, on est en direct avec les questions, là, d'un coup. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel. Et puis, merci à tous d'avoir suivi ça sur Twitch. Et vous pouvez retrouver la vidéo peut-être dans une petite heure sur YouTube. Et on se retrouve donc. Merci, Nils. Merci, Audrey. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Céline Berger. Merci à tous. Au revoir.